Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 de dehors. Je m'appelle David et avec moi, on a l'autre. Moi, je suis l'autre hôte. L'autre hôte. Marc-André. Marc-André, l'autre hôte. C'est le podcast où l'on sait où ce qu'on commence, mais à juste qu'on sait pas où on va finir. Ouais. Donc, cette semaine, on a un bon épisode flamand. On va commencer avec la chronique des perdus, hein, un classique, même si ça fait juste 4 épisodes qu'on fait, qu'on apprécie. Moi, je pense qu'on pourrait appeler ça un classique. À toutes les semaines, là, à tous les épisodes, je fais un retour sur les perdus du passé. Puis Constantinos et Pavel. On n'a pas de nouvelles. On s'ennuie encore d'eux, mais on s'ennuie, mais on se fait du souci. Ouais, c'est ça. Donc, on fait encore un appel à Constantinos, là, si jamais il entend ça. Je sais qu'à Toronto, ça brasse ces derniers jours. Peut-être que... J'espère que Constantinos s'est mis safe sur Facebook. On le souhaite aussi, mais parlant de malchance... Toi, Dave, de ce temps-ci, tu trouves que la malchance s'abat sur toi? Un peu, ouais. Le karma, il est pas gentil avec moi un peu. Mais, es-tu aussi malchanceux que Dylan McWilliams? Non. Parle-moi de Dylan. Dylan, lui, a 20 ans. C'est un chasseur d'expérience extrême. Oh. Un peu, disons, à son grand désarroi. Ce qui est arrivé que ce gars-là, il vient du Colorado, puis début avril, il s'en va à Hawaï, qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va faire du bodyboard. Du bodyboard, c'est quoi, Dave? Du bodyboard? Ah, ça c'est hot, là. C'est comme un mini-surf. C'est comme un mini-surf en styromousse. Tu t'accroches ça après la cheville, et après ça, tu t'envoles plus loin que tu peux. Puis tu pognes la plus grosse vague, puis après ça, t'as surf jusque sur le bord. Donc lui, il est sur ton ventre, en fait. Là. Ça, tu le mets sur ton chest, là. Puis là, tu rides la wave. Le gars, c'est le surf pour les pauvres, ou les mauvais. Ou les collégiens, peut-être, à 20 ans. Quelqu'un qui a les c'est vrai que quand tu fais du bodyboard, pas besoin, tu peux être chaud, pas de problème. Mais ce gars-là, lui, il est à Kauai, donc à Hawaï. Il fait du bodyboard, puis il y a un requin tigre de 2 mètres qui a snappé à la jambe. Oh! Donc, OK. Là, lui, il dit, sur le coup, je pensais que j'avais perdu la moitié de ma jambe. OK. Donc là, il se sauve, donc il nage de façon désespérée jusqu'à la rive, puis là, il y a des passants qui ont pu prévenir les secours. Mm-hmm. Finalement, il s'en est sorti avec 7 points de suture, ce qui est pas une grosse affaire. On a déjà vu des attaques de requins plus il a pas perdu sa jambe. Là. Attends, mais non. OK, c'est bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, il en est pas à sa première malchance. OK. En juillet dernier, il faisait du camping dans son coin de pays, puis il s'est fait attaquer par un ours brun. OK. Il dormait, en fait, dans sa tente. Il y avait pas de bear can. Écoute, c'est pas sa bouffe. Il s'est réveillé le matin, la tête dans la mâchoire de l'animal qui le traînait au sol. My God. Donc, quel réveil. Donc, il s'est fait traîner durant 4 mètres par l'ours, par la tête. Il dit... mal de tête, ça. On pense que quand tu te réveilles chaud, là, t'as un mal de tête, là, même un mal de bloc, là. Là, ta tête est dans un ours. Qui te traîne. Il a dit, l'ours m'a attrapé, il m'a ensuite tiré. Ensuite, il m'a mordu l'arrière de la tête et il m'a retraîné. Lorsqu'il me traînait, ça a été la partie la plus lente. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité. Donc, on peut le comprendre. Quand un ours brun t'attaque... On compatit. Je peux pas dire qu'on comprend parce moi, personnellement, je me suis jamais fait tirer par un ours. Là. Mais, le truc à Dylan, comment il a fait de s'en sortir? T'as-tu une hypothèse? Mais c'était un ours brun, un grizzly, un ours noir? Un ours brun. Il a montré. Il a fait du bruit. Non. Il l'a frappé, il l'a pas dans les yeux. Il a enfoncé ses doigts dans les yeux. Exactement. Bonne comme réponse. Les requins. Il aurait pu faire la même chose avec le requin. Mais je pense que le requin... Qui pogne le museau. Je pense que le requin est juste arrivé, il l'a snappé puis il est parti. Il a vu qu'il était pas délicieux. Probablement que l'ours s'est dit la même chose. Peut-être qu'il aurait Dylan devrait peut-être revoir son hygiène. Quand 2 des plus grands prédateurs lèvent le nez sur toi, tu vaux pas grand-chose. Ah, il l'a juste abandonné puis il est parti. Ouais, c'est ça. Okay. Après avoir mis le doigt dans les yeux il a pas rien fait, là. Non, c'est ça. Puis, mais avant ça, il y a quelques années de cela, il se promenait dans l'Utah. Utah, qui est le domicile de plusieurs parcs nationaux. Oui. Il se promène, une petite rando avec ses amis, croise un serpent à sonnette. Le serpent à sonnette le snap. Il a été sur le carreau pendant quelques jours. OK, le gars est pas chanceux, là. Le gars a eu un serpent à sonnette qui l'a mordu, un ours brun et un requin. C'est un beau trio, ça. Ouais. Puis il y a 20 ans. Yep. C'est pas un vieux routier là qui a passé sa vie. Non. Il y a 20 ans.
Donc, ce gars-là, il est parti avec une strike dans la vie, tu sais. Mais il a quand même survécu à tout, donc c'est quand même une bonne chance. Faut que tu vois les choses du bon côté. Comme j'ai déjà vu beaucoup de tatous, là, ce qui tue pas te rend plus fort. Donc... What doesn't kill you make you stronger. Ouais, ou dans des chansons. Donc ça, c'est les beaux tatous, ça. C'est l'histoire de Dylan. C'est pas basic. Fait qu'à toutes les fois que vous pensez que la malchance s'abat sur vous, pensez à ce gars-là. Dylan. Dylan, lui... Une prière pour Dylan. Exactement. Hashtag une prière pour Dylan. Donc, priez pour ce petit gars-là du Colorado. Là, j'imagine... là, on a trouvé le perdu. Toi, Dave, tu veux nous parler d'une randonnée que t'avais aimée. En fait, c'est 2 randonnées qu'on a faites. Ouais. Au début, dans la présentation du podcast, on parlait qu'on allait se concentrer un peu sur les Adirondacks qu'on fréquente couramment. Donc là, tu vas nous parler aujourd'hui de Phelps puis le mont Tabletop. Exactement. Donc, c'est 2 montagnes qu'on peut faire ensemble. Nous, on aime bien ça, faire du peak bang. Dans le fond, c'est qu'on fait plusieurs sommets, un après l'autre. Donc, c'est ça. La première montagne qu'on a faite, c'était Phelps, qui est classée comme une des montagnes les plus faciles dans les Adirondacks. Un peu dans le même niveau de difficulté que Cascade. C'est une montagne qu'on peut faire facilement. Plus facile ou moins facile que Cascade? Plus difficile, oui. Difficile, ouais. Mais c'est une montagne qui est bon pour, dans le fond, quand tu veux montrer aux gens les Adirondacks. C'est pas une montagne qui est compliquée. Puis quand t'arrives en haut, t'as une belle vue. Tu sais, il y a un beau cap rocher. Puis tu peux avoir une belle vue sur, je pense, c'est Marcy, t'as Colden, tu vois le Gonquin aussi. T'as Big Slide aussi qu'on peut voir en partie. Puis tu vois une grande partie du Great Range. Non, Iroquois, en fait, tu peux pas le voir parce qu'il est derrière Algonquin. Et tu peux voir Giant aussi. Ouais. Donc, c'est une montagne que tu vois beaucoup de trucs. Donc, c'est une montagne qui est à 4161 pieds. C'est 15 km aller-retour. C'est pas super. Quand tu dis 15 km, faire un retour avec l'épisode de la semaine dernière, 15 km aller-retour, c'est au total. Donc, c'est un sentier in and out. Exactement. De 7,5. Exactement. Okay, super. Puis, dans le fond, il y a une trail pour se rendre là. C'est pas compliqué. C'est à partir du lodge. Quand t'arrives, tu suis, je pense si on prend, on va jusqu'au Marcy Dam. Après ça, on suit je pense que c'est le Van Odenberg Trail. Puis ensuite, tu suis Indian Falls et par un certain point, tu vas commencer à voir Phelps qui va dire que c'est par là. Ce qui est le fun dans cette montagne-là, pour l'avoir fait avec toi, Dave, c'est que c'est extrêmement bien indiqué. Puis c'est des sommets qui sont plutôt populaires. Comme tu disais, c'est une bonne initiation là pour les gens qui sont pas familiers avec les sentiers puis la région. Là, tu peux pas te perdre. Tu peux te perdre difficilement. Dans la vie, si tu veux te perdre, tu peux te perdre. Ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est faut que t'ailles Oh, il faut que tu veuilles. Faut que tu veuilles te perdre, te vouloir. Donc, c'est une bonne montagne pour s'initier à la région, comme tu disais. Ouais, en effet. Donc, c'est une des montagnes qui a été nommée, en fait, après Orson, vieille montagne Phelps. Donc, c'était un guide, je sais plus dans quelle année, sûrement 1800, au début qui était dans les Adirondacks. C'était un guide de chasse et pêche. Il était pas très bon, parce que lui, dans le fond, tout ce qu'il aimait, c'était se promener dans la forêt. Fait que les gens, ils chialaient un peu, tu sais. Ils voulaient aller pêcher, ils voulaient aller à la chasse, mais lui, il les amenait dans des spots, mais lui, c'est juste parce qu'il trouvait que la vue était belle, tu sais. Que c'était un beau coin. Fait qu'il était peut-être pas le meilleur guide de chasse et pêche, mais au moins, il est devenu un bon amoureux des Adirondacks. Puis il a fait une bonne partie de sa vie comme ranger là-dedans. OK. C'est con comme, c'est drôle comme histoire que le gars, il vend ses services de guide de chasse, que la plupart des stratégies, c'est « Hey, j'ai fait de la prospection, mets-toi là, bouge pas, fais pas de bruit, puis tu vas pogner, je sais pas, un orignal ou un chevreuil. » Puis lui, il faisait juste marcher dans le bois avec sa grosse barbe. Il aimait ça être dans la nature, ouais, il avait toute une barbe, en tout cas. On a une photo là qu'on va sûrement mettre sur Instagram. Sur Instagram, c'est toute une photo, c'est tout un mâle. Tout un mâle. Peux-tu nous rappeler c'est quoi notre Instagram, Dave? Donc l'Instagram c'est dehors, pas compliqué. Tout est collé, the original. Tout collé, même chose sur le Facebook, on est trouvable assez facilement. Très très facilement trouvable sur les réseaux sociaux, dehors. Très facile. Deuxième montagne qu'on peut faire en combiné avec Phelps, c'est Tabletop. Tabletop dans le fond, c'est une des montagnes qui dans le fond est constituée de 3 plateaux, de 3 pics. Puis ça forme un genre de mini plateau qui lorsque tu es sur le top de Marcy, quand tu le regardes, on dirait que c'est comme une table. Le dessus d'une table. OK. Le dessus d'une table. Donc, lui, son nom de la montagne, c'est pas un monsieur Tabletop. Non. C'est vraiment, ça ressemble à une montagne. C'est vraiment sa géométrie, pourquoi qu'elle est... Un peu comme Haystack, ça ressemble à... Une pile de foin. Ouais, c'est ça. Puis Salty. Une dent de scie. OK. Exactement. Okay.
Donc, c'est ça. Il y a les 3 pics. Il y a le North Peak, le Middle Peak et le Tabletop Peak, qui est le pic qui est le plus haut et que la majorité des gens font. Un petit fait divers, c'est que personne fait les 3 pics. Les gens, ils veulent juste faire ce pic-là pour mettre un des 46 dans leur sac puis dire « j'ai fait Tabletop » parce que, dans le fond, c'est un des pics qui est... c'est un sommet boisé. Fait qu'en haut, tu vois quelque chose. T'as une belle vue sur Marcy puis une section du range. Puis aussi, tu peux voir Phelps. Mais c'est pas la plus belle vue qu'il y a à travers les Adirondacks, mettons. OK. Donc, cette montagne-là est un peu plus haute. Elle est à 4427 pieds. Et c'est 14,2 km pour pour faire le chemin, aller-retour. Et c'est 7 heures environ, celle-là. OK. Mais c'est faut dire que quand tu fais Phelps puis Tabletop, à un certain point, il y a un Y. Donc, les deux ensemble, je sais pas combien de temps ça pourrait prendre. Si, mettons, c'est 6 heures pour faire Phelps, je dirais 8 heures, 8-9 heures. Non, dans le fond, ça faire les deux, c'est quand même une bonne. Phelps, c'était facile, mais Tabletop, mettons qu'on n'aurait pas fait un deuxième après ça. Donc, à ce moment-là, là, ça fait un Y. Oui. Donc, on arrive à l'intersection gauche-droite, un bord, on va faire, l'autre bord, Tabletop. Donc, on fait un, puis on fait l'autre, puis on retourne au char. Exact. Okay. Il y a même des gens qui font Marcy en même temps de faire Tabletop. C'est une des montagnes que tu peux faire avec Marcy. Je veux dire, les deux, c'est quand même des pas pires montagnes, mais si tu prends ton temps, je pense que c'est facile à faire. Tu sais, l'été, quand les conditions sont favorables, là, les journées sont longues, donc ça peut être quelque chose qui se fait bien. Exactement. Pour les gens en forme. Il y a 2 trails. Tu peux partir du Lodge ou du John Brook Lodge. Ben, le Adirondack Lodge. OK. Puis à partir, c'est John Brook Lodge. Tu suis jusqu'au Bushnell Falls, puis après ça, c'est identifié comme Tabletop. Puis c'est une identification. Ouais, c'est une des pistes qui est plus facile de faire en hiver. Parce que tu peux voir la trace où est-ce que les gens ont passé. Parce que à la fin, je sais pas si tu t'en souviens, tu contournes des petits arbres, on dirait que t'es dans une forêt, là. Fait que s'il y a pas de trail, ça peut devenir plus difficile. Mais, en fait, on va avoir d'autres histoires à vous raconter de randonnée hivernale. C'est un couteau à double tranchant, ça. En effet. Suivre les traces, surtout le lendemain d'une bordée de neige où les traces sont absentes. Où est-ce qu'il faut break la trail. Ouais, où là, je disais que c'était le fun, les sentiers identifiés. Souvent, l'hiver, là, quand on monte en altitude, il y a plus de conifères. Puis eux, ils viennent charger de neige, puis là, donc les branches se rabattent, puis là, les marqueurs sont plus difficiles à voir, donc les lendemains de randonnée, faut faire attention, même si on considère ça facile, là. Si vous voulez pas être le perdu du mois ou de la semaine, faites attention. Ouais. Mais Flamand, en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans les montagnes? Le mud season. Le mud season. Mais encore là, c'est encore drôle. Là. Ça s'en vient, mais on est encore au début. Là. Je veux dire, là, en ce moment, toute la neige sur le top, il se fait fondre par le soleil, puis ça fait une grosse croûte de glace. Donc, on tient à répéter aux gens que c'est pas parce qu'il fait chaud en bas qu'il va faire chaud en haut. C'est encore important de s'habiller. Même si on se rend, comme si on se rend en hiver, c'est sûr qu'on va pas s'habiller à moins 15, là. Mais, multicouche, puis amenez vos crampons, amenez vos spikes, ayez pas peur, là. Même les raquettes, je pense que ça pourrait être quand même utile à certains endroits. Puis ce qui est traite, comme David dit, là, c'est, dans le jour, ça fait chaud, il fait chaud, ça fond, mais la nuit, il reste que dans les montagnes, il fait froid, ça gèle. Donc, si vous partez tôt le matin, là, chose qui est recommandée en randonnée, là, pour avoir le temps de venir avec les journées qui sont pas encore extrêmement longues, ça a gelé le matin, là. Durant toute la nuit, ce qui a fondu dans le jour, c'est gelé le soir, donc faites attention là-dessus, là, au niveau de vos randos à ce temps-ci de l'année. Ouais. Puis moi, un autre petit fait, dans le fond, on est arrivé à un Y un coup. C'était un des 2 chemins pour faire Tabletop. Puis je sais pas si tu te souviens, qu'est-ce qui a fait qu'on a su c'était quoi le bon chemin? Quelqu'un avait dessiné une table dans la neige. Je sais pas si c'est vrai, tu te souviens. Oui, c'est vrai. C'est à cause de ça qu'on a fait, ça c'est le bon chemin. Donc, petite anecdote que j'avais trouvé drôle pis que je voulais qu'on partage. c'est sûr, c'est comique. Souvent, il y a des gens qui nous laissent des petits cadeaux sur les trails. Des petits cadeaux de la nature. Ou des petits cadeaux Patagonia. Ouais, ou du gear qui traîne, bref. Ouais. Là, c'est un petit cadeau de géolocalisation bien apprécié, mais je crois que c'était assez évident aussi, là, de quel côté fallait aller. D'un côté, on serait allé à Tabletop, l'autre à Phelps. Je pense pas qu'on aurait été déçus de notre journée d'une façon ou de l'autre. Puis si on en aurait fait un, on aurait bien compris que l'autre côté de la fourche, c'était l'autre. Ouais, en effet. Tu veux nous parler d'un certain gentleman? Ouais, nous, on aime ça, les gentlemen. On est gentils avec la nature, mais il y a eu des pionniers. Il y a eu des pionniers, puis je veux vous parler aujourd'hui de John Muir. Là, au moment de l'enregistrement,
C'est son anniversaire de naissance. Monsieur est né le 21 avril 1838. C'est qui ce bonhomme-là? Dave, tu sais qui? John of the Mountains. Ouais. Jean des montagnes. Traduction, là. Jean des montagnes. C'est qui lui? Ben, c'est un des plus célèbres écologistes des États-Unis. C'est un pionnier, dans le fait. C'est un amoureux de la nature. Il est né en Écosse. Ouais. Scotland. Un Écossais. Il a déménagé aux États-Unis à 11 ans. Puis, dans la trentaine, il est allé en Californie. Puis, il s'est pas mal établi dans le bout de la vallée de Yosemite. En Californie. Okay? Lui, en fait, dans ce temps-là, c'est le fun, là. Tu sais, moi, je me rappelle de la philo au cégep, là, il y avait Platon. Puis, c'était genre des physiciens, enseignants, professeurs de langue, philosophes, astronomes, tu sais, faisait tout, avocat. Moi, je fumais bien de la drogue dans ce temps-là, moi. Mais lui, en fait, il prenait pas de drogue. Ben, peut-être, en fait, c'était un explorateur, donc c'était un de ses métiers était explorateur, ce qui est quand même cool, chose qui se perd aujourd'hui, là. Ouais, il y a plus grand monde qui sont comme explorateurs avec Google Earth puis Google Maps, hein. Non, il était géologue, ça, il y en a encore quelques-uns, botaniste, il y en a encore. Oui. Puis vulgarisateur. Donc, il aimait beaucoup, tu sais, il aimait la nature, puis il aimait aussi partager ses connaissances par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Il s'est porté à la défense de la nature. C'était l'avocat de la nature, lui, il défendait les espaces qu'il trouvait beaux dans un esprit de conservation. Donc, c'est lui, entre autres, qui, avec Teddy Bear. Tu connais, c'est qui Teddy Bear? Non, Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, ah, ok, oui. Ils ont créé les parcs nationaux ensemble. Oui, ça je savais. Donc, il a aussi créé le Sierra Club, qui est un des organismes de protection indépendants, donc en dehors du gouvernement, qui s'occupe de défendre la nature. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui? Il a fait une trail que je veux te parler, John Muir Trail. Ouais, ça c'est un de mes sur mes bucket lists un jour dans ma vie, ça. Ouais, ça c'est une trail en Californie qui part de Yosemite qui finit à Whitney, le mont Whitney qui est le plus haut sommet aux États-Unis. Dans le parc Sierra. Ouais, qui est un des plus hauts aux États-Unis en excluant ceux de l'Alaska. Donc c'est pas Ils sont dans une autre ligue. C'est pas le mont Saint-Grégoire. Non. C'est une grosse montagne, donc c'est quand qu'il faut aller là, ben faut y aller habituellement avant juillet, sinon il fait trop chaud. C'est 338 km, je vous rappelle, ça se fait pas d'un après-midi. C'est pour ça que nous autres on y va en août, parce qu'on n'a pas peur. Ouais, nous on le fera pas en août, puis il faut faire aussi attention au début du printemps, il y a beaucoup de moustiques. Oui. Donc faut choisir sa saison, mais au-delà de choisir sa saison, faut y aller quand on peut y aller. Pour ceux qui le savent pas, il y a beaucoup de trails, en fait, encore une fois, dans un esprit de conservation aux États-Unis, puis un peu partout dans le monde, où ça prend un permis pour y aller. Pourquoi? Mais pour limiter les gens qui passent, parce que des gens qui passent dans la forêt, ben ça... Exactement, ça pourrait mener à des trails battés. Des trails battés. C'est ça, là-bas, ça prend un permis, puis comment qu'on fait pour avoir un permis? Ben, en fait, le 9/10 des permis, c'est d'avance en ligne. Donc, nous, on le fait pour le Mont Whitney, justement. On applique. Et le Half-Dome. Et le Half-Dome. On applique en ligne, puis quelques semaines ou mois plus tard, on a reçu une réponse à savoir si on peut y aller ou pas dans les dates qu'on a choisies. Sinon, là-bas, juste un petit rappel, il y a 45 permis par jour durant la période où c'est ouvert. Donc, c'est juste 45 personnes. Ouais. OK, ouais. Puis, donc 35 par loterie par jour, puis 10 qui sont délivrés la veille du départ. Premier arrivé, premier servi. Donc, tu vas souvent faire du camping, je sais pas où ça se fait, j'ai pas plus de détails, mais c'est vraiment la veille du départ. Comme le monde là qui veut acheter des nouveaux iPhones. Ouais, exactement, mais là, c'est pour des choses peut-être un petit peu plus nobles. Faut faire... Tu le ferais-tu pour un iPhone? Faire la file pendant des nuits et des jours de nuit? Non. Pour la trail? Ben, en fait... Non. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est 338 km, ça demande beaucoup de planification au niveau des ravitaillements. Gambler ça comme ça. Mais moi, j'ai entendu dire que cette trail-là, il y a beaucoup de gens qui laissent de la nourriture dans certains, tu sais, c'est comme des arrêts, là. Il y a des places qui ont des abris. Puis il y a beaucoup de gens qui laissent de la nourriture là-dedans. Qui savent que, tu sais, ils font juste une section de la trail. Puis quand ils arrivent là, ben ils laissent la nourriture parce que justement pour aider les gens qui sont constamment en train de marcher. Ouais, ben tu sais, comme je dis, moi, si mettons tu me demandes si je faisais cette trail-là, j'essaierais de spammer le concours. Tu sais, j'ai quand même 4-5 adresses email, là. J'essaierais de m'inscrire sur différents... un peu la stratégie qu'on a utilisée pour faire le Half-Dome puis sur différents alias, puis j'essaierais de l'avoir pour planifier justement les ravitaillements. Tout ça, tu sais, faut faire livrer de la nourriture au checkpoint. Du Domino's. Ou du Domino's, c'est dans le milieu du bois. Peux-tu venir telle coordonnée géographique? Tu donnes même pas une adresse, c'est des GPS. Deux larges, puis des poppers, puis des gangrènes. Ah ouais. Donc, des cheesy bread. Avec la sauce marinara. Donc, c'est notre petit hommage à John Muir. On voulait parler de sa trail, puis de son don, en fait, à la conservation de l'environnement, chose qu'on trouve assez noble. Donc, merci John Muir. Merci. Bon anniversaire de naissance. Thanks, bruv. J'espère que tu veilles sur nous là-haut. Hey, là, c'est ma chronique. Une nouvelle chronique, Dave. Ouais.
Ça s'appelle J'achète-tu ou j'achète-tu pas? Ben, nouvelle chronique. La première qu'on fait aujourd'hui, peut-être qu'on va pas la refaire, mais peut-être qu'on la refera pas, mais en fait, c'est en réaction à toutes les fois que t'as dit dans ce micro-là que j'étais un cheap. Un cassé. À toutes les fois que tu dis que je suis le genre de personne qui s'achète du gear cheap. C'est ça. Donc, la chronique J'achète ou j'achète pas, c'est en réaction, en fait, à l'ouverture du Décathlon à Brossard. Moi, j'achète tout, je suis pas un cassé. Au Décathlon Brossard, t'as déjà entendu parler de ça, t'as voyagé en France, je suis allé aussi, c'est un gros magasin de sport. Il y en a, tu vois, 152 adresses dans le monde, dans 40 pays, donc on est un peu en retard au Canada, si on veut, là. Un peu, ouais. Si on regarde une carte pis on dit, je mets un magasin où, ben, on est le 39e pays. C'est forcé. C'est français. C'est peut-être normal qu'ils se sont concentrés en Europe, mais là, ils arrivent en Amérique, moi, ils arrivent chez nous. Soit pas sur le plateau, ça. Ouais, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de Français là-bas. Mais c'est surtout une question de local, sur mon avis. Ils sont dans... Ouais, c'est très gros. Ils ont un local de 60 000 pieds carrés, si je me trompe pas. C'est ça, 60 000 pieds carrés. Donc, 20 000 pieds de plus que dans le modèle européen. Oh, okay. Nos amis européens savent pas c'est quoi des pieds, ferez la conversion en mètres. Graton serait content. Mais c'est ça, donc en fait, c'est 33% plus gros. 20 000 pieds sur 60, donc c'est vraiment plus gros qu'ailleurs. Dans les articles de journaux qui ont paru sur ce magasin-là, on qualifie ça comme étant l'IKEA du sport. IKEA, c'est quoi? Ben, ça vient-tu démonter? Je peux aller, je sais pas. Mais c'est surtout pour bas prix, qualité passable. C'est ça, qualité qui fait la job, mais qui va pas te toffer toute ta vie. Exactement. Différence pour ceux qui sont allés en France, au Canada, ils font qu'offrir leur marque à eux, leur marque maison. Donc, comme ils disent, ils ont leurs designers, ils ont leur centre de distribution, ils ont leurs entrepôts. Donc, étant donné qu'ils ont leur chaîne de distribution de A à Z, les coûts sont plus bas parce qu'il y a pas plusieurs bouches à nourrir. Tu sais, c'est Décathlon, de Décathlon à Décathlon. Leur objectif, c'est de garder les prix les plus bas possibles. Moi, je suis un amateur de deal. Canadian Tire, la circulaire, c'est la seule que je regarde. Les poils Lagostina, le set de poils à 900$ que tu pognes à 200$, il l'aura pas là-bas. Ouais, c'est ça. Là-bas, c'est quoi? Il y a jamais de solde. C'est tout le temps le meilleur prix. Ouais, c'est vrai. Donc, ça sert à rien d'attendre. Tu sais, des fois, on met un produit dans notre carte, là, puis là, on attend qu'il soit en spécial avant de l'acheter. Dans Wishlist. Là-bas, toujours le meilleur prix. J'ai parlé de mon carte. Ouais. Qu'est-ce que t'as dans ton cart en ce moment, Marc? Ben, en fait, actuellement, j'ai pas mon cart, mais je vais t'en parler de mon cart, mais c'est pas ça que là-bas, ils disent, tu peux acheter sur le site, mais il y a juste pick-up en magasin. OK. Il y a pas de livraison. Non, pas de livraison, pas encore. Peut-être que ça va venir plus tard, mais le gars là-bas, Tristan, qui est pas le propriétaire, mais le gérant là-bas, il croit profondément au commerce physique. Donc lui, dans son magasin, c'est une salle de démo, une salle de monte. Donc là-dedans, il y a des ballons de basket, il y a des souliers de basket, il y a des jerseys de basket, mais il y a aussi un panier de basket. Donc, avant d'acheter ton ballon de basket, faire une coupe de petits alley-oops. Exactement. T'as un mur d'escalade à côté du gear d'escalade. Tu veux t'acheter un bodyboard pour aller rejoindre notre ami McWilliam pas une fake à Kauai? Wave. Non, il y a pas une fake wave malheureusement, mais il y a une petite piscine. Donc tu peux aller dans l'eau. Tu assieds ton maillot, tu sautes dans l'eau. Donc tu faire des bombes dans l'eau. C'est vraiment l'esprit du magasin, c'est oui, tu peux acheter, mais tu peux essayer. Donc, tu peux t'assurer un peu que ça te convient. Puis ça, c'est bien fun. Tu des pics à glace? Puis tu aller flanquer une coupe de saumon? J'ai regardé sur le site, dans mon panier, non, il n'y a pas de pic à glace, mais il y a d'autres items pour la glace, je vais t'en parler un petit peu plus tard. Là-bas, lui, dans son rêve de magasin, il y a des enfants qui se promènent en vélo un peu partout. Puis ça, c'est vraiment, ça bouge dans le magasin. Ouais. On va se donner comme mission d'aller le visiter bientôt. C'est vrai que moi, là, quand je vois un kid dans un Canadian Tire là, qui ride son bike, je me dis, un parent qui fait pas sa job ici. Mais là-bas, chose normale. Ouais, c'est ça. Donc, autre chose. T'es ingénieur? Je suis ingénieur? Non, je suis ingénieur junior. C'est vrai, faut faire attention. Shout-out à l'OIQ. L'OIQ, shout-out. Donc là-bas, il y a, pour accélérer le processus aux caisses, tout est identifié avec des puces RFID. Ça, c'est incroyable. Donc, tu prends tous tes items, tu les mets dans le bucket à la caisse, c'est comme un bucket, tu fous ça là-dedans. Littéralement, tu ramasses. Puis tout est scanné. Laisse tomber. Tout est scanné automatiquement. T'as le prix total. Il y a pas de genre de quelqu'un qui fait bip, bip, bip. Non. Tu mets ça dans le bucket, tout est là. C'est incroyable, ça. Donc, là, j'imagine que ça t'a donné le goût d'aller visiter. J'en attends qu'une invitation de ta part. On va y aller dans les prochaines semaines. Autre chose, par exemple, avant, je suis allé faire un petit tour sur leur site en ligne. Il y a plusieurs sports qui sont couverts, c'est assez cool, là. Bon, c'est facile de s'y retrouver. C'est un site qui est fonctionnel à mon avis. Par exemple, il va falloir que ça date un petit peu au marché canadien. Dans la section hockey, c'est pas des bâtons de hockey, c'est des crosses. C'est pas des rondelles, ce sont des palets. Il y a encore un petit peu d'adaptation à faire sur le modèle français. Mais là, on va jouer.
à mon jeu, qu'on a introduit la chronique, c'est... J'achète-tu pas? J'achète-tu ou j'achète-tu pas? Premier item, Dave. Vas-y. T'achètes-tu ou t'achètes-tu pas une tente de camping pour 3 personnes bleue? 3 personnes version US, donc elle est un petit peu plus grande que la version française. OK. La particularité de ce modèle-là, c'est quoi? C'est qu'elle se monte en 2 secondes. Donc t'applies, t'as lance, puis elle est montée. T'achètes-tu ou t'achètes-tu pas? On va vous parler, là, moi, là, les tentes auto-dépliantes, auto-gonflantes, ce que vous voulez, là. Pas un fan. Moi, je suis conservateur, je vais avoir mes pôles, je veux faire ça. Non, j'achète pas. J'aime pas ça, les tentes qui se font automatiquement. Dans les informations techniques, je vais ajouter peut-être un argument qui va te permettre... Combien qu'elle pèse? Non, attends, c'est pas ça que je veux te parler. Je veux te parler, c'est une tente qui est dite autoportante. Vous la placez où vous voulez, une fois montée, et, en l'absence de vent, vous ne mettez aucun piquet. Égal, utilisation directe. Donc, s'ils vendent pas, t'as pas besoin de piquet. C'est un modèle révolutionnaire. Ouais, mais toutes les tentes sont comme ça. Je le sais, mais c'est un argument que j'essaie de te vendre. Ouais, ça marche pas full bien, ton argument. Donc, c'est ça. C'est 3,6 kilos. OK. Donc, c'était quand même pesant, donc t'achètes pas la tente. Tu parlais de piolet. Il y en a pas. Crampons pour la glace. Oh. Donc, conçu pour le randonneur glaciaire pratiquant sur des pentes de faible inclinaison 0 à 30 degrés. Donc, OK, pas du 90. 2, 4, 6, 8. Effectivement, des pics des crampons de Mountaineer. Là. Ouais, exactement. À 10 dents. Dont 2 pics en avant? 2 pics en avant, okay. Ouais. De marque Simmons. Comme je disais tantôt, c'est la marque maison là-bas. Ouais, $100. 100$. Ouais, garantie 2 ans. Puis si tu veux des comparables, là, des Petzl, t'auras pas ça. Ben ici j'en ai un là, les Vazak sont $204, les Sarken sont 255, les Lynx sont 315. Donc c'est la moitié, sinon le tiers d'un Mais moi je vais être franc avec toi. Un objectif à long terme dans la vie, j'aimerais vraiment ça un jour faire de la glace. Ouais. Donc, je pense que le jour où je vais m'acheter des crampons, je vais investir pour avoir un crampon qui fait de la glace également. OK. Donc, je te dis, en fait, même $100, je pense que peut-être je serais prêt à acheter les deux. Parce que sûrement qu'un crampon de mountaineering versus un crampon de glace, le crampon de mountaineering a plus de liberté. Donc, si tu fais de la trail, c'est sûrement plus confortable. Ouais, puis donc, le fait qu'ils se mettent sur n'importe quelle botte. Plutôt que des bottes de glace. Donc, t'achètes j'achète. Okay. Ouais. OK, t'achètes. Pas juste de négatif, là, faut être pour... Mousqueton d'escalade? Ouais. Des dégaines ou juste des mousquetons? Non, un mousqueton, disons, pour assurer ou pour faire des relais, là. Combien de kilonewtons? 22 kilonewtons, donc quelque chose d'assez standard dans l'industrie. 0.1 livre. Garantie 2 ans. C'est pas si pire. $9. $9. Puis ça, c'est encore une fois de marque Simmons. Puis un comparatif. Black Diamond, comparatif, $11. Donc le Positron. 12,50 chez Mec, un Metolius. 12,50 encore une fois chez Mec, un Bravo. J'ai pas mal tout en 11 et 12. Pour des mousquetons, je serais prêt même si c'est juste $2, mettons dans l'achète 10, ben tu sauves 20$. Ouais, OK. Mais de toute façon, ils sont ratés, il y a une fiche donc un mousqueton, à un certain point. OK. Toi, Dave, un casque pour faire de la rando puis de l'escalade? Ouais, parce qu'en ce moment, j'utilise mon casque de skate. OK. Pour te donner une idée comparatif, un Half Dome de Black Diamond, $67. Vertex de Petzl, 152. Vapor Black Diamond, 145. Le casque Simmons, $35. Ouais, là, tu me parles, pardon. Donc, un casque, il y a toujours un moyen de rocker ça, là. Ouais, puis je veux dire, une casquette en dessous, il y a une manière de faire des trucs. Il y a les petites attaches pour la lampe frontale. $35, je pense, ça vaut la peine, là, pour le tiers de ce que tu on s'entend, là, c'est juste du look à un certain point aussi. Ouais, exactement. Dernière chose, en fait, non. Avant-dernière chose dans mon cart en ce moment, une douche de camping. Une douche de camping. C'est quoi une douche de camping? C'est comme un sac troué que tu mets de l'eau dedans. Non. C'est le vestibule de la douche. C'est comme une tente, si on veut, avec une porte. Mais faites vraiment, mettons, 6 pieds. Fait que c'est une douche? Ouais, 2 mètres d'eau. OK. Donc, ça fait un petit peu en haut de 6 pieds, 2 mètres de haut, un petit carré. Dans le fond, c'est comme un cylindre, si on veut, qui monte. Ouais. Puis ça sert à quoi? Ben, ça sert pour les campeurs et les randonneurs voulant se mettre à l'abri des records indiscrets ou du vent quand ils se douchent à l'extérieur. Donc ici, on parle d'une douche de camping. Ils se protègent qu'une guenille. Du vent, c'est pas mieux, là. T'as tout le plastique qui te colle dessus. Écoute, puis en plus, ici, on rappelle la technologie de la tente que tu voulais pas tantôt, là. 2 secondes la montée. Ouais. Tout ça pour la modique. Combien de temps ça prend à la redémonter après? Tu gosses combien de temps? Tu l'échappes, elle remonte en 2 secondes? Il est pas écrit par contre. $60 la douche à l'extérieur, c'est comme une mini tente.
Moi, personnellement, pogne des baby wipes ou je m'en vais me mettre dans le ruisseau. T'en vas te mettre dans le ruisseau. OK, autre chose dans mon cart. Ensemble de couverts, couteau, fourchette, cuillère. En plastique. Pour la rando. C'est intéressant. Combien ça coûte là-bas? 12 $. 2,90. C'est moins d'$1 l'item. Mais là, c'est du plastique. Là. Mais c'est moins cher que le Dollarama. Ouais, mais c'est du plastique. Écoute, faut le faire. Ça fait pas mal le tour de ce qu'il y a dans mon cart. Je pourrais t'en parler comme ça. Je vais aussi te dire que les pôles là-bas sont 15 $. Donc, si jamais tu veux remplacer tes pôles d'enfant... ouais, mais est-ce qu'ils sont en liège? Non, la poignée est en synthétique, donc en plastique. Ouais, mais ça vient avec les rondelles d'été d'hiver. Ouais, gros fan de liège. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qu'on trouve au Décathlon. Ben, good. On finit ça avec une petite citation de John Muir. Ouais, c'est ça. L'homme de l'épisode. Pour continuer avec son anniversaire, écoutez, je pense que cette citation-là, c'est moi qui la répète semaine après semaine, mais c'est l'idée de David qui avait ça en arrière de sa tête à quelque part. John Muir, je n'ai jamais vu un arbre mécontent. Ils saisissent la terre comme s'ils l'ont aimé, et quoique vite enracinés, ils voyagent d'autant que nous. Donc, c'est beau, ça. Je n'ai jamais vu un arbre mécontent. Exactement. En fait, j'ai jamais vu de sentiment sur un arbre, mais c'est correct, hein? Moi, j'ai l'accepte. J'ai jamais vu d'arbre mécontent, mais j'ai jamais vu d'arbre heureux non plus. Non, c'est vrai. Mais en fait, j'ai déjà vu des arbres mal en point. Des arbres battés. Des arbres cassés. Non, mais c'est vrai, John Muir marque un point. Il n'y a point d'arbres mécontents dans nos forêts. Donc, contrairement à nous, l'homme. On se laisse là-dessus. Fait que on a commencé à quelque part, ça a fini à quelque part. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Dedors. Dedors. À dedors. Ciao.